Bonjour, je suis Caroline Green et je vous accueille aujourd'hui dans le podcast Les états du corps pour parler du corps dans tous ses états. Aujourd'hui, j'accueille Imen qui est art thérapeute et qui est aussi enseignante de la danse des lettres hébraïques. Bonjour Imen, est-ce que tu veux te présenter ? Bonjour Caroline, merci de m'accueillir. Je suis donc Imen Linda, praticienne en art-thérapie et praticienne de danse Tehima, donc de danse sur la symbolique des lettres hébraïques, une danse qui a été créée par Tina Bozzi et Franck Laloux. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours, peut-être par rapport à la danse ? Quand est-ce que tu as commencé et comment tu as découvert cette danse des lettres hébraïques ? Alors, j'ai commencé à danser très jeune, j'avais 4 ans. J'ai commencé par la danse classique parce que j'avais un souci de pied en dedans. Et j'ai arrêté la danse classique à 18 ans. J'ai aussi fait de la danse moderne jazz. Et j'ai dansé plus tard, adulte, du flamenco pendant à peu près 6 ans. Et puis un jour, j'ai découvert la Tehima. Donc la Tehima, qui est une pratique assez particulière, puisque je ne connaissais absolument pas. C'est en me baladant à Paris que j'avais vu en fait qu'il y avait un atelier de découverte sur cette danse. Je m'étais inscrite pour vraiment juste par curiosité. Et quand je suis arrivée, j'étais donc la première arrivée. J'étais arrivée un peu en avance. Et puis il y avait donc les 2 créateurs de la Tehima. Tina Bozzi, qui est ostéopathe et chorégraphe, et Franck Laloux, le calligraphe. Donc j'ai attendu que tout le monde arrive, et quand je suis arrivée dans la salle, là, ça a été magnifique, il y avait beaucoup de lumière, et il y avait les calligraphies de Franck Laloux, donc toutes les lettres qui étaient disposées en cercle, donc il y a 22 lettres. Et là, je voyais que c'était très beau, et en même temps, il y avait du monde qui arrivait au fur et à mesure, et tout le monde était complètement ébahi par ces calligraphies. Et moi, en même temps, je me disais, oui, bon, c'est joli, mais ça reste des lettres, quoi. Donc, j'avais pas vraiment saisi ce que je faisais là, pourquoi j'étais là. Et on a commencé donc à danser en cercle. Et c'est une danse d'accueil. Et à ce moment-là, il se passait un truc assez étonnant. C'est juste que corporellement, j'ai senti quelque chose de vraiment surprenant. Bon, déjà, j'avais un sourire, j'étais hyper joyeuse. Et en plus, je sentais, plus je dansais, plus je sentais mon cœur qui s'ouvrait. Et je me disais, waouh, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi ? Et c'était dingue, parce que vraiment, je sentais mon cœur s'ouvrir. Et puis donc, on a dansé la première lettre, le Aleph. Et là, oui, c'est vraiment, j'ai vraiment ressenti énormément de joie, mais sans savoir ce que c'était, pourquoi j'étais là. Il y avait rien de concret rationnellement. Je comprenais pas en fait, et mentalement non plus, je savais pas du tout. Et donc à la fin de cet atelier, avant de sortir, ils nous ont fait tirer des lettres, et j'ai donc tiré une lettre qui s'appelle la lettre Resh. Je me souviens qu'ils me regardaient tous les 2 en souriant, en me disant tu as tiré le projet, tu as tiré le grand projet, vraiment la mission. Enfin, et donc bon, je comprenais toujours rien, mais j'étais hyper contente. Et donc je sors de cet atelier, je vois qu'il y a cette joie qui est encore bien accrochée à moi. Et quelques jours plus tard, j'appelle Tina pour lui dire voilà, je vais m'inscrire à cette formation sans savoir ce que c'est, sans savoir. Enfin, puis elle avait un coût, cette formation. J'avais absolument pas l'argent sur mon compte à ce moment-là, mais je me suis inscrite. Et puis tout est arrivé naturellement. L'argent est arrivé. C'était quand même assez dingue. Et donc c'était en juin, et j'ai commencé la formation en septembre. Et voilà, en commençant cette formation, pendant la première année, je me souviens encore que je comprenais toujours rien, en fait. Et que les lettres, je pouvais les regarder, mais tout le monde les connaissait presque par cœur. Moi, je comprenais même pas dans quel sens on devait les mettre, quel était le rapport avec le corps, la danse. Et voilà. Et puis le chemin s'est fait au fur et à mesure.
Alors, merci de nous partager cette première histoire, cette première rencontre avec la TEIMA. Moi-même, quand je l'ai découvert, c'était par grande curiosité. Peut-être pour bien expliquer à ceux qui nous écoutent, en réalité, est-ce que toi, tu connaissais les lettres hébraïques? Est-ce que ça fait partie de ta culture d'origine? C'est absolument pas ma culture, puisque moi, je suis de culture musulmane. Donc c'est vrai qu'au départ, je me suis même moi-même en fait questionnée sur c'est drôle. En fait, j'étais attirée. Moi, je suis très attirée par toutes les danses et j'étais plutôt attirée par les danses de derviche tourneur, donc plus par le soufisme. Et puis la vie m'a amenée vraiment ailleurs. Et j'ai écouté mon intuition sans vraiment trop comprendre pourquoi j'étais attirée vers cette culture. Et puis, au fur et à mesure, j'ai aussi laissé l'ouverture, en fait. Je me suis vraiment ouverte. C'est-à-dire que je me suis dit, OK, là, t'es là, il y a quelque chose qui se passe. Tu ne sais pas ce qui se passe, mais tu sais que t'es bien. Et tu sais que ça t'apporte quelque chose. Donc, je me suis vraiment laissée porter et j'ai accueilli. Au fur et à mesure, plus j'étais dans cette perspective, dans cette dimension-là, plus les choses venaient comme si le souvenir revenait aussi de ces lettres. C'est assez étonnant parce qu'en fait, les lettres hébraïques, c'est au-delà de la religion, au-delà de... pour moi, c'est pas du tout religieux, c'est plutôt une dimension spirituelle et c'est toute une histoire en fait, c'est toute une mémoire que ces lettres portent. Elles sont à l'origine en fait des hiéroglyphes, des pictogrammes. Donc il y a vraiment, elles portent chacune un symbole et ce symbole-là, c'est une mémoire qui a été portée par des millions et des milliards d'êtres humains et qui raconte en fait une histoire. Enfin là, je me suis dit, voilà, laisse-toi porter, accueille ceci. C'est aussi une façon aussi de porter aussi cette histoire-là et de raconter son histoire. Ce que j'ai observé en fait dans cette pratique, en tout cas pour ma part, ça c'est vraiment mon ressenti, c'est qu'en fait les lettres racontent des histoires. Et nous, en tant qu'êtres humains, on raconte nos histoires. Et c'est surtout, on interprète nos histoires comme on a envie de les interpréter. Et donc un corps est un univers. Un corps a sa propre histoire, ses propres codes, ses propres références. Et puis du coup, on a des lettres qui arrivent avec des symboles, et puis on en fait un peu ce qu'on veut. Et c'est ça qui est génial. Mais en même temps, elles portent quelque chose. Elles portent toute l'histoire de nos ancêtres, toute l'histoire du monde. Et qu'est-ce qu'on en fait ? Et qu'est-ce que maintenant, nous, on va raconter ? Et à travers justement cette gestuelle, à travers cette danse, à travers... ce corps qu'on met en mouvement, on va décider sous quel prisme et sous quel angle on va raconter notre propre vie et notre propre monde en fait. C'est comme ça que je le vis et que je le porte aussi dans les cours. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est de voir les corps qui dansent, mais qui ne dansent pas comme mon propre corps ou comme le corps du voisin, et qui va raconter quelque chose parce que la personne a un propre schéma corporel qui n'est absolument pas le même qu'une autre personne, et après va apprendre à se réajuster. Alors, c'est vrai que pour expliquer peut-être un petit peu plus entre guillemets, le protocole d'un cours de danse de TEIMA, c'est justement cette, entre guillemets, alliance entre des lettres, des organes, une forme de danse, une musique même, et puis parfois, finalement, des étapes de vie dans lesquelles on est. Moi-même, pour l'avoir vécu et découvert avec toi, tu parlais de ton premier cours, première rencontre. En fait, quand on arrive en termes de protocole, donc ces 22 lettres hébraïques sont étalées soit par terre, soit contre un mur. Et puis, l'enseignant spirituel propose au groupe de tirer une carte. Donc, on commence un cours de danse TEIMA comme on tire un oracle. Parfois, ça arrive, parfois en yoga. Et puis, pour chaque personne, tu vas expliquer la signification, la symbolique de cette carte, l'organe qui y est relié, la danse qu'on va effectuer, et qu'on danse tous ensemble. Donc, il y a aussi vraiment quelque chose de très fort entre soi et le groupe.
Et c'est assez magique, en effet. Je trouve pas d'autres mots aujourd'hui pour dire cette prise de conscience finalement sur un moment de son histoire, parfois un organe. Et puis le fait de danser et de répéter cette danse à plusieurs reprises qui va parfois, moi c'est très personnel, mais j'ai eu ce sentiment-là de faire comme une sorte de massage énergétique et de mise en mouvement de cette énergie ou de cette problématique. Donc c'est très complet et ça ne m'étonne pas que ça ait été créé par un couple qui est à la fois ostéo, enseignant, calligraphe. Dans tout ça, il y a des mouvements de différentes sortes. Est-ce que tu peux nous raconter, toi, ta prise de conscience, peut-être sur la première lettre sur laquelle tu as fait un tirage, ce fameux projet? Et puis, si tu veux, après, on parlera de la lettre que j'ai tirée aujourd'hui. Oui. Moi, j'avais tiré donc cette lettre qui est le Resh, qui arrive à la fin de l'alphabet. Ce qu'il faut savoir aussi dans ces lettres, c'est que donc il y a 22 lettres, elles ont un ordre. Et cet ordre, en fait, c'est comme un chemin. On va explorer ce chemin comme un chemin initiatique, où on va se dire, ok, quand on a passé le Aleph, on va passer le Beit, on va passer le Gimel, ce qui veut dire qu'on passe comme des étapes et ensuite on va combiner toutes ces lettres à l'intérieur de nous-mêmes, puisqu'en fait après ça crée vraiment une combinatoire. Donc le Resh arrive à la fin de cet alphabet, donc elle a quelque chose de très épuré dans sa forme et elle va vers l'avant et vers le devenir. Donc c'est une lettre c'est le symbole dans son pictogramme d'un homme de profil. Donc qui va, en fait, elle dit, tu n'es pas, en fait, on ne dit pas je suis, mais je serai. C'est-à-dire qu'on est toujours en mouvement pour devenir et pour se transformer et pour évoluer. Et on est toujours vers son devenir. On va vraiment toujours vers son devenir. Et donc, au départ, pour moi, j'avais pas vraiment compris ce que ça signifiait. Et puis, au fur et à mesure de la formation, au fur et à mesure de la danse aussi, de ce projet aussi qui commençait à prendre beaucoup de place dans ma vie et qui commençait aussi à être bien plus qu'un simple projet de stage ou de formation, mais quelque chose qui anime vraiment ma vie dans tous les sens du terme, c'est-à-dire même mes nuits, puisque je rêve des lettres, en fait. J'ai commencé à comprendre qu'en fait, ce qui m'anime dans cette pratique, c'est aussi toute la beauté et la poésie qu'on peut apporter dans nos vies. Et ce que j'avais envie de faire, et je pense que c'est un peu mon projet, c'est justement d'apporter quelque chose de poétique et en même temps de réel. Voilà. Et aujourd'hui, c'est ce qu'elle m'inspire, cette lettre. C'est ce qu'elle m'inspire. Elle me permet aussi de comprendre que, en fait, tout est mouvement et que rien n'est figé, qu'on peut toujours réactualiser, en fait, notre pensée, notre vision du monde, et comment on fait aussi pour se rejoindre quand il y a conflit, quand il y a toutes ces guerres, tout ce qui se passe aujourd'hui, et comment on fait justement pour... puis en plus, je veux dire, il y a aussi le fait que je sois justement de cette culture musulmane et que aujourd'hui je danse les lettres. Il y a quelque chose comme un pont qui est en train de se faire où en fait tout est possible. C'est comment est-ce qu'on, par le biais du corps, de l'art, on peut aussi se rejoindre et on peut aussi apprendre à se comprendre et de voir en fait qu'on est pareil en fait. Alors tout à fait, tu me disais qu'il y a beaucoup de similitudes et finalement plus on étudie les religions, moi je te disais j'étais en Inde, ou les spiritualités, il y a souvent comme une source commune en réalité, que ce soit sur les symboliques, etc. Alors moi j'aime beaucoup ce que tu as dit aussi sur cette progression qu'il y a dans les lettres qui peuvent être comme un chemin. Certains font Compostelle, d'autres en font d'autres. Et cet état en devenir, le mouvement dans le corps, la danse, que ce soit le souffle, le sang, c'est l'état figé qui est la mort, en réalité. Moi, aujourd'hui, j'ai tiré Gimel, si je le prononce bien, et je crois que c'est la 3e. Oui. Et ce qui est fou, c'est que c'est la première lettre que j'ai tirée la première fois que j'ai fait un cours avec toi. Alors, est-ce que tu veux peut-être un petit peu développer cette symbolique ? Oui, bien sûr. Le Gimel, c'est la 3e lettre de l'alphabet hébraïque. Donc, à savoir que dans les lettres, il y a plusieurs choses. Il y a la forme de la lettre, donc la calligraphie. Sa forme, déjà, dit énormément de choses, puisque le calligraphe, quand il va dessiner cette lettre,
va y porter un souffle, il y a un geste conscient qui est porté, donc il y a la forme qui a son importance, et le gimel est une lettre de mouvement, où on sent ce mouvement quand on regarde la lettre. Son importance aussi, c'est aussi sa valeur numérique. Donc le 3 est aussi un chiffre de mouvement. Donc dans cette lettre-là, pour te donner un peu la symbolique, donc son pictogramme, c'est le chameau. Anteima, elle est reliée à l'oreille droite. Donc, il y a aussi une part d'écoute intérieure, puisqu'en fait, c'est aller vers le voyage, le désert, et puis aller écouter ses ressources intérieures, écouter sa voix intérieure, suivre ce mouvement et cette ondulation. C'est aussi une lettre que l'on considère comme la lettre du sevrage, parce que elle nous permet en fait de retrouver notre autonomie. C'est difficile aussi de parler d'une lettre. Pourquoi ? Parce que on ne peut pas la catégoriser de manière très simpliste en disant voilà, la lettre dit que c'est ça et simplement ça. Non, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus large et c'est en dansant aussi à travers le corps, en explorant cette lettre et en répétant le mouvement. C'est-à-dire que plus on va danser le gimel, plus on va le danser, comme toutes les autres lettres, et plus il va se passer quelque chose où on va peut-être comprendre quelque chose de nouveau sur soi-même, qui n'est pas mentionné dans sa symbolique. Peut-être que ça va être différent. C'est pour ça que c'est difficile en fait de parler des lettres de manière on peut dire le minimum, mais je pense que ça va bien au-delà. On peut pas les catégoriser en fait. Tout à fait, on ne peut pas les mettre dans des cases en réalité. Non, on peut pas les mettre dans les cases. Et si on va un peu plus loin encore, dans le gimel, on va dire qu'il y a d'autres lettres dans cette même lettre. Donc elles sont combinatoires, c'est ça. Elles composent encore d'autres notions. Il y a une profondeur tellement infinie qu'en fait ce serait galvaudé en fait. Bien sûr, ça serait réducteur. Tout à fait, réducteur. Okay. Et en même temps, c'est vraiment dans le mouvement et dans le souffle, dans la danse et dans la répétition. Et c'est pour ça que c'est des chorégraphies bien spécifiques. Elles ont été vraiment... Tina Bosy a été vraiment inspirée par ces chorégraphies. Elles sont très spécifiques parce qu'en fait, plus le geste est pur, plus le geste est répété, et plus, en effet, il y a une liberté qui est en train de s'installer, c'est-à-dire on se sent de plus en plus libre dans ce mouvement et on arrive à comprendre... des choses de soi, en fait. Alors, j'aime beaucoup ce que tu dis, parce que pour moi, ça me permet aussi de faire beaucoup le parallèle avec certaines formes de yoga qu'on a beaucoup évoqué dans ce podcast, quel qu'il soit en réalité, parce qu'il y a beaucoup maintenant d'approches de yoga, que ce soit Hatha, Vinyasa, Kundalini, qui ont tous, j'ai envie de dire, une couleur ou une spécificité particulière. Et pour moi, c'est de façon aussi très personnelle, le yoga, ce sont des mini-voyages, et peut-être à chaque fois qu'on découvre une posture, qu'on la répète, on va avoir un chemin intérieur qui génère des prises de conscience. C'est très personnel. Et en réalité, cette approche, comme tu dis, assez subtile, d'un message. Moi, j'aime beaucoup quand tu parles du corps conscient ou des lettres conscientes, parce que c'est vraiment ça, en fait, qui se passe. La lettre nous apporte un message, et comme tu dis, et peut-être millénaire, qui va être différent selon les étapes de notre vie, le ressenti de notre corps, mais en même temps qui va créer une rencontre, quoi, entre guillemets, entre nous, cette danse, cette lettre, les musiques aussi qui accompagnent ces danses, et qui va générer tout le temps des nouvelles découvertes qui sont très personnelles. J'ai envie de dire, je pense que chacun a sa propre expérience de chaque lettre. Oui. Alors justement, dans ces liens comme ça très riches entre le corps, des significations, des symboliques, mais aussi la musique et la répétition, est-ce que autant les chorégraphies sont assez figées, je pense, les musiques, tu disais, parfois c'est toi qui les choisis. Oui. J'aime beaucoup choisir en fait les musiques, parce que parfois en fait juste en écoutant de la musique je pense à une lettre et la lettre me vient et du coup je me dis ah oui, sur cette musique, donc j'embarque un peu mes élèves dans ma vision et dans mon univers, et j'aime changer parce qu'en fait je pense que justement je pense que si on devait danser sur les lettres, on les danserait même pas en musique en fait, ce serait vraiment le silence ou un petit son, une vibration qui est inaudible.
parce que là, la musique, c'est vraiment très subjectif. C'est encore quelque chose, selon moi, comme une interprétation de mon monde où je vais embarquer d'autres personnes dans ce monde et puis chacun va créer son propre monde dans cette musique-là. Et c'est intéressant de changer aussi. Et puis parfois, ça parle à beaucoup en disant « Ah oui, je voyais vraiment cette musique pour cette lettre ». Et même parfois, d'autres élèves vont m'envoyer des musiques en me disant « Ah, celle-ci, je la sens bien pour telle lettre ». Donc c'est aussi une autre ouverture et une autre façon, en fait, de rencontrer les lettres. J'avais même fait une fois un atelier de 3 heures sur les lettres. Et j'avais, comme je suis art-thérapeute, j'avais aussi couplé avec de l'art-thérapie. Et on avait fait un travail de dessin, en fait, des lettres. Chacune avait dessiné la lettre qu'elle avait tirée à ce moment-là, je crois. Et puis, elles avaient utilisé des pastels avec des couleurs qu'elles ont choisies pour la lettre, pour celles voilà, comment ça les appelait. Et c'était absolument subjectif aussi, mais ça ramenait quand même quelque chose de très énergétique dans la lettre, c'est-à-dire leur ressenti, comment, si on devait la palper, si on devait la sentir, si on devait voir quelque chose ou lui donner une forme, quelle forme je vais lui donner. Et ça, c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'elle peut être sous toutes ses formes, mais voilà, de pouvoir justement rencontrer cette lettre au-delà du subtil et de l'amener dans la matière. Alors ça veut dire que, en effet, au-delà de danser la lettre, partager avec les autres, parce que souvent dans les cours, il y a un moment de partage quand même, de ressenti, ou même de réaction à la lettre qu'on a tirée et qu'on partage avec le collectif. Là, en fait, tu as suggéré à tout le monde de dessiner, de peindre, d'amener une couleur. Et c'est vrai que les couleurs, c'est aussi des messages. Dans toutes ces dimensions, si on creuse peut-être plus l'aspect art-thérapie de ton côté, le but, c'est d'accompagner les personnes à s'exprimer. Selon moi, ce serait d'apprendre vraiment à se connaître et à rencontrer son propre monde et à l'aimer aussi. À se dire, voilà, moi, c'est comme ça chez moi. Et j'aime ces couleurs et j'aime ça. C'est comme ça que je me sens. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une pratique très sensorielle, quelque part. Elle est très sensorielle parce qu'on peut y amener vraiment tout un monde si on approfondit dans ce sens-là. Parce que c'est vrai que je donne des cours où là vraiment on est dans la pratique de la danse, mais il y a aussi des ateliers où on va aller dans quelque chose de beaucoup plus créatif, de plus artistique, de plus... on va un peu plus loin, on va questionner, on va réfléchir aussi sur ce qu'elle nous inspire, quel est l'écho que ça fait sur nos vies. On va y mettre un thème, on va y mettre des mots. Voilà, donc du coup, ça veut dire qu'on rentre dans quelque chose on se crée un monde poétique. Et chacun va l'habiller avec sa patte, avec sa personnalité, donc un groupe. Quand moi je donne un atelier en général, il y a beaucoup de spontanéité et on va laisser émerger. On va laisser émerger ce qui doit émerger. Parce que on est tous co-créateurs en fait. Donc, et puis en fait, en même temps, moi j'apprends sur les lettres, mais j'apprends aussi au travers des gens qui viennent danser. Quand je regarde un corps, quand je regarde quelqu'un qui danse une lettre, j'apprends sur la personne. Et donc c'est vraiment c'est quelque chose de très beau dans le sens où il y a vraiment quelque chose qui nous rassemble en fait. En effet, c'est très beau, comme tu le dis, parce que cette justesse du partage, c'est aussi une écoute. Et j'aime beaucoup ce que tu dis sur l'aspect créateur. Quand j'ai essayé de faire comprendre un peu aux éditeurs qu'est-ce que c'est l'art-thérapie, ça passe via de la création, de l'expression, mais finalement, c'est un médium entre soi et soi, sans doute. Et au final, que ce soit toutes les formes d'expression, que ce soit le langage, la musique, la danse, les mots, les gestes, c'est une façon de communiquer, c'est une façon de partager, d'échanger. Je sais que, par exemple, je ne suis pas du tout spécialiste, mais en gestalt-thérapie, on dit que quand on est ensemble dans un groupe, on crée un chant. Et que ce chant, c'est un petit peu les âmes ou gérer les énergies de chacun.
Et par rapport à cet échange, moi je sais que aussi en posture d'enseignant, on reçoit beaucoup. C'est souvent très très gratifiant. Par rapport à cet échange, tu disais, j'ai beaucoup aimé cette approche de la sensorialité. Alors évidemment, on utilise le corps, donc c'est très incarné. Et tu disais toi-même, tu reçois des messages, que ce soit dans ton ressenti du cœur, ou quand tu me disais la nuit, je rêve des lettres, ou même en effet les couleurs. Tu me disais que tu as peut-être un projet ou quelqu'un qui voudrait créer des parfums sur les lettres. Oui, tout à fait. Oui. Il y a une de mes élèves qui est née et qui, quand elle danse, souvent, elle dit « Oh là, j'ai cette odeur qui me vient. Tiens, ça me fait penser à cette odeur. » Donc, du coup, on s'est dit on pourrait faire un projet ensemble avec les lettres. Et donc, on a choisi des lettres mères, parce que dans les lettres hébraïques, il y a 3 lettres mères, en fait, qui sont reliées à des éléments de la nature. Et donc, on s'est dit, essayons de faire quelque chose à partir de ces lettres. Donc, on est en co-création sur ce projet-là. Même si, encore une fois, je pense que c'est difficile de définir une odeur pour une lettre. C'est vraiment plus... c'est un regard. On porte un regard sur ce qu'elle nous inspire, cette lettre, ce qu'elle nous évoque, l'énergie qu'elle nous donne, et en co-création, c'est-à-dire elle qui est justement créatrice de parfums, moi qui est ma sensibilité avec ce travail avec les lettres. Qu'est-ce que ça va donner ? Ça va donner quelque chose qui pourrait être différent si ça avait été exploré par d'autres personnes. Mais voilà, c'est vraiment... une expérience sensorielle pour aller apporter, pour nous donner en fait de l'énergie et nous faire ramener en fait dans la matière ce que l'on ressent quand on danse. C'est parce qu'il y a beaucoup de ressentis et en même temps le ramener cette expérience dans la matière, donc soit dans le corps en dansant, soit en créant une calligraphie, soit en dessinant, en peignant, en créant un parfum. C'est juste ramener dans la matière. En effet, cette thématique d'incarnation, elle m'est très précieuse. C'est vrai que ça pourrait être aussi, j'imagine, des histoires ou des contes. Moi, je suis assez curieuse, donc j'ai envie que tu nous expliques peut-être ces lettres mères, ou au moins l'une d'elles. Tu dis qu'elles sont reliées à des éléments. Eh bien, on va parler du Aleph, parce que le Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet hébraïque, donc qui est le 1, qui va parler de l'unité. Donc son pictogramme, c'est le taureau. Le taureau, c'est la puissance, c'est la force, c'est l'enracinement. Le Aleph est relié au poumon et au corps entier. Donc il y a vraiment une dimension d'air et de terre dans cette lettre, et une dimension d'unicité, du 1, et en même temps de la diversité. C'est-à-dire qu'elle contient toutes les lettres, cette lettre. Elle rassemble tout, donc elle accepte la diversité. Et Aleph, si on dit Alouf en hébreu, qui veut dire enseigner, c'est la lettre qui va nous demander, qui va nous interroger, en tout cas, sur qu'est-ce que la vie t'enseigne et que tu auras envie de transmettre. C'est une lettre absolument... si on devait apprendre une danse et en connaître qu'une seule, ce serait celle-ci, puisqu'elle contient tout et qu'elle est... Elle est puissante, elle nous enracine, et elle nous permet aussi, il y a vraiment un mouvement dans cette danse où il y a de la souplesse, comme un roseau, trouver sa force tout en étant dans la souplesse. Elle est complète, elle est vraiment complète. Et donc, elle représente une des lettres mères. Ensuite, on a le même qui est une autre lettre mère et qui est reliée aux eaux. Donc, en fait, les eaux, l'eau, qui, elle, est la lettre matricielle, celle qui est vraiment reliée à tout ce qui est maternel, mais donc sa valeur numérique, c'est le 40. Donc, c'est tout ce qui est en lien avec aussi les transitions, les questionnements. L'inconscient. Oui, tout à fait, l'inconscient. Donc, toute cette partie-là, qui est une lettre qui a une toute autre énergie, vraiment enveloppante, très différente en fait du Aleph. Et puis ensuite, on a le Shin qui est la lettre du feu, et qui est reliée plus à l'espace en fait de la tête, du mental, des dents en fait, c'est la partie des dents. Et c'est aussi une force, mais c'est aussi
revenir à l'essentiel. Et qu'est-ce qui nous anime, en fait, réellement ? Qu'est-ce qui fait qu'on a cette étincelle, cette flamme intérieure et qui nous donne cet élan ? C'est ce feu intérieur. Donc, ce sont les 3 lettres mères qui sont, on va dire, fondatrices dans cet alphabet, mais qui... toutes les autres aussi sont importantes, mais on pourrait dire que celles-ci, elles sont très marquées, en fait, déjà par le fait qu'elles soient reliées à des éléments. Ce sont un peu les racines, voilà, les fondements. Alors, tu vois, on parle de ressenti. Quand tu as expliqué Aleph, qui est aussi très beau parce que c'est la terre, tu disais un peu cet état primordial, complètement complet. Moi, j'ai ressenti quelque chose de très fort là, au niveau du plexus solaire. Donc, je sais qu'il y a aussi ces messages-là qui passent. Bon, évidemment, quand on danse, mais tu vois, finalement, même dans la vie. Oui, même quand on en parle. Et ça m'a touchée, ça m'a émue. Je pense qu'il y a un petit message par rapport à ça, ou le fait d'enseigner, justement, en tout cas de transmettre, qui est une mission... quand même, je sais pas, une des plus nobles, je pense, sur Terre. Par rapport à ça, au niveau de ces racines, et tu disais, elles peuvent être combinées avec plein d'autres choses. Est-ce que toi, tu aurais une histoire à nous raconter de découverte, de ressenti, ou même, je sais pas, d'un message qui t'a été passé via les lettres ? Alors ouais, je pense que j'en ai eu quelques-uns des messages. C'était l'année dernière. En fait, j'ai rêvé de 2 lettres. Il y avait une lettre qui était... elles étaient dessinées comme en terre, en fait. C'était de la terre. Et ces 2 lettres qui se suivent, donc le tet et le yod. Et donc, ces 2 lettres, le tet, c'est vraiment la patience. C'est l'idée, en fait, qu'on répète peut-être quelquefois des schémas, qu'on est dans un moment où on attend, en fait, que quelque chose nous arrive et que cette chose-là, ce soit la graine, en fait, la petite graine qui arrive. Et donc, j'avais rêvé de cette lettre du tet qui est ouverte vers le ciel et fermée vers le bas. Et elle était toute en terre. Et il y avait un énorme yod. Donc le yod, il faut savoir que c'est la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque. C'est la toute petite graine. Et cette petite graine, c'est le 10. Donc c'est quand on arrive vraiment dans la création. Et cette graine, elle est partout dans les lettres aussi. Elle est petite, mais c'est la plus puissante. Et donc ce yod était énorme dans mon rêve et était tout en terre. Et il tombait dans ce tête, en fait. Il tombait dans ce... Comme si ce message, c'était le cadeau va arriver. Ça vient. Je me souviens que quand je me suis réveillée, j'étais heureuse en fait parce que je savais que c'était fort parce que c'était tellement grand et c'était justement beaucoup de matière. Il y avait quelque chose de très palpable dans les couleurs, dans la matière, dans la texture des lettres que je voyais dans ce rêve-là. Et comme s'il y avait quelque chose qui allait s'incarner. Et ce yod, en fait, qui tombait dans le trou de cette lettre-là, qui disait, bah voilà, ça vient, quoi. C'est en train de planter ta graine et puis ça va venir. Voilà, c'était il y a 1 an. C'est vrai que depuis 1 an, ça évolue, qu'il y a pas mal de choses qui se mettent aussi en place. Et puis, je pense que c'était le début de quelque chose. Donc ouais, il y a des messages parfois qui sont très impactants. Et c'est tellement fort qu'on a l'impression de le vivre dans sa chair, en fait. Ouais, j'entends. En plus, moi, j'adore cette image de rêver de quelque chose, parce que ça veut dire que c'est aussi très intégré. Je prends un parallèle qui est beaucoup plus, commun. Mais quand tu vis à l'étranger et que tu commences à rêver dans une langue qui n'est pas ta langue maternelle, tu te rends compte que finalement, ça y est, tu es vraiment dedans. Et en fait, voilà, toi, les lettres hébraïques sont vraiment devenues une part très importante de ton langage. Et qui est un langage qui est, c'est vrai, avec une richesse symbolique assez incroyable. Je ne sais pas, peut-être pour revenir aux origines, parce que là, on a bien expliqué, je pense, le protocole, ce que ça apporte et comment ça se crée, comment ça en co-crée. Toi, c'était la première fois que tu étais appelée vers une formation. Tu n'étais pas enseignante de danse auparavant. Non. C'est devenu ton métier en réalité. Oui. Oui, alors moi, j'étais formée en art-thérapie, donc j'étais art-thérapeute. J'ai toujours aimé tout ce qui était de l'ordre de la création. Je ne pensais même pas que j'allais devenir enseignante, en fait. Quand je me suis mise à faire cette formation, c'était même pas pour devenir enseignante, en fait. C'était vraiment cette curiosité, cet appel. Voilà, c'était un appel. C'est quelque chose, en fait, où je savais pas où j'étais, mais j'y allais, quoi.
C'est ton corps qui savait avant toi. Oui, c'est ça. C'est ça. Il y a aussi un sujet par rapport à la lettre que j'ai tirée. Tu m'as parlé des voyages. Je sais que ça vous arrive, ou il me semble que tu as fait des sessions de Tehima dans le désert, Oui, tout à fait. etc. Est-ce que tu peux nous en parler? Pourquoi le désert? Alors, moi, je suis une amoureuse du désert depuis longtemps. J'y suis allée plusieurs fois. Parce que dans le désert, je pense que c'est dans ce lieu-là où en tout cas pour ma part, je me suis sentie extrêmement vivante. Et parce qu'en fait, tout est multiplié dans le désert. Tout ce qu'on ressent, la chaleur, le vent, cette marche, la soif. Si on rentre vraiment dans ce processus, où on est vraiment dans le désert et on va vraiment se confronter à la nature. Et à cette nature qui peut être hostile aussi, parce que c'est une nature hostile, le désert. Et c'est dunes, il y a beaucoup de féminin aussi dans le désert, il y a une richesse aussi incroyable. Et aussi, c'est parce qu'il y a ce vide. Et dans ce vide, il y a énormément de choses qui peuvent apparaître à nous. Et en faisant ces marches-là, on a travaillé beaucoup avec les lettres et on a dansé. Et il s'est passé plein d'histoires assez rigolotes avec les lettres, des coïncidences, des clins d'œil de la nature. En fait, on est dans un milieu qui peut être qui peut faire un peu peur parce que justement, il y a des serpents, il y a des scorpions, il y a tout ça. Et on a une confiance en la vie, confiance en ce chemin. Et oui, on a vécu un voyage assez extraordinaire. Et oui, j'ai l'intention de renouveler cette expérience parce que c'est magique, en fait. C'est des parenthèses de vie qui sont essentielles. Oui, alors ce sont un peu des voyages initiatiques d'une certaine manière. C'est vrai que, pour le coup, je ne suis pas allée danser Tehima, mais il est arrivé à plusieurs reprises d'y aller, de cheminer et se confronter, je pense, au vide. C'est aussi parfois se confronter au vide en soi. Et on le sait, quand le vide, il est aussi créateur parce qu'il permet de faire de la place, de nettoyer, comme tu disais, de discerner peut-être un peu plus l'essentiel. Il y a un mot que tu as prononcé sur lequel j'ai envie de t'emmener, peut-être pour s'approcher un peu de la conclusion de ce podcast, c'est la féminité, le féminin. Il y a beaucoup de puissance, j'ai envie de dire des éléments dans les lettres hébraïques. Et j'ai l'intuition ou le sentiment qu'il y a quand même beaucoup de femmes dans les cours de Tehima. C'est vrai? Oui, il y a beaucoup de femmes. Il y a des hommes aussi, mais il y a beaucoup de femmes, ouais, en effet. Et puis dans ce chemin initiatique aussi, ce qui est intéressant, c'est dans cet ordre, il y a des lettres qui sont plus ou moins féminines, qui vont nous faire vraiment travailler sur cette part féminine sous plusieurs angles différents. Je pense que ça attire aussi les hommes. Moi, j'ai eu des hommes en atelier et en cours, mais il y a quelque chose d'assez... Ils ont l'air un peu fascinés, en fait. Ils regardent dans la manière de danser. Il y a quelque chose qui les attire, mais il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai. Mais à chaque fois qu'il y a des hommes qui dansent, déjà, les voir danser, c'est c'est très différent. Et c'est très beau. C'est très différent d'une femme. Et puis, j'ai l'impression que leur approche est tout aussi sensible, mais sous une autre sensibilité. Il y a quelque chose de différent. Donc, je pense que non, c'est vraiment une pratique qui est vraiment à ouvrir justement aux hommes et aux femmes. Donc, les femmes sont peut-être plus attirées dans un premier temps, mais en réalité, je pense que c'est aussi ouvert à un homme. Oui, complètement. Ouais. De toute façon, tu vois, la question que je te pose, je pourrais peut-être faire le même constat. En tout cas, en France, sur les cours de yoga, il y a d'autres pays où j'ai pu aller, ou voir même parfois dans certaines villes des US, c'est très, très, très mixte, mais évidemment en Inde ou en Indonésie, etc., le yoga ou même vraiment dans beaucoup de pays d'Asie, une pratique beaucoup plus développée, entre guillemets. Et loin de moi de l'idée de séparer. Oui, je sais bien. Voilà. Et c'est vrai qu'en termes d'énergie, il y a toujours ces énergies communes, je pense, finalement, dans les lettres. Alors, par rapport, justement, toi,
à ton féminin et ta créativité. Il semblerait qu'il y ait beaucoup de projets en ce moment. En tout cas, où est-ce qu'on peut danser la Teima avec toi, Imen ? Eh bien, donc moi je suis à Suresnes dans les Hauts-de-Seine, donc je donne des cours les mardis soirs. Et à Saint-Germain-en-Laye le week-end, et les ateliers le dimanche à Neuilly, Saint-Germain et Suresnes, pour l'instant. Très bien, très bien. De toute façon, on laissera évidemment tous les liens vers ton compte Instagram pour pouvoir te retrouver, tout ça. Alors, il y a une petite question que j'aime bien, qui est un petit peu plus ludique dans ce podcast, qui dit si ton corps était un pays ou plusieurs pays, lesquels seraient-ils ? Oh, c'est joli. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le Népal. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire le Népal parce que j'ai tombé amoureuse de ce pays. Alors, un pays, il pourrait être nombreux. En paysage, c'est vrai que je pense que j'aimerais être le désert. Une dune du désert, ouais. C'est très beau. Bah écoute, je te propose qu'on reste peut-être sur cette image qui est assez évocatrice. Et en tout cas, merci beaucoup, Imen, pour ce partage. J'ai trouvé ultra puissant et très très intéressant. J'espère que plein de gens vont découvrir la danse des lettres hébraïques grâce à toi. Et merci à toi, Caroline. Merci de m'avoir invitée. Merci. Pour retrouver toutes les informations utiles sur notre invité du jour, je vous invite à consulter la description de cet épisode et bien sûr leur compte Instagram. À bientôt!